Bonjour à tous et bienvenue à une autre émission d'Objectif. Aujourd'hui, je reçois M. David Bertillon. Bonjour David. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien, toi? Oui. Merci de venir me voir aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Donc, parlons de Chemitech, nouvellement finalement. Nouvellement Chemitech, anciennement Oleotech, donc changement de nom. Ça fait un petit peu plus qu'1 an maintenant. 1 an. Ouais. Donc, oui, ben là, avec la fameuse COVID, là, on dirait que toutes les nouvelles sont on sait plus si sont récentes ou non, mais en tout cas. Explique-moi, c'est quoi le rôle de Chemitech? Chemitech, c'est un centre collégial de transfert de technologie. Donc, dans le mot, on voit collégial. Donc, effectivement, on a un lien avec le Cégep de Thetford. On est un centre de recherche associé au Cégep. On connaît beaucoup les centres de recherche des universités. Souvent, on connaît moins les centres de recherche des collèges. Alors, nous, Chemitech, on est un centre collégial de transfert de technologie. Transfert de technologie, ce qu'on fait, c'est qu'on développe des nouvelles technologies pour des entreprises, pour des clients qui viennent nous voir en disant « On a des besoins au niveau de nouveaux produits, au niveau de nouveaux procédés qui sont plus verts, qui sont plus respectueux de l'environnement, qui sont plus respectueux de la santé humaine. » Alors, c'est vraiment notre rôle, nous, de les accompagner, de les aider pour aller commercialiser un paquet de nouvelles technologies, puis développer l'économie du Québec. Est-ce que vous avez un secteur d'activité plus précisément que vous aidez? Absolument. Donc, nous, notre secteur, c'est la chimie verte. Alors, la chimie verte, c'est vraiment la chimie... Ça, je pense que j'ai pas trop besoin d'expliquer. La chimie, c'est vraiment la transformation de la matière. Verte, ça, des fois, il faut que j'explique un peu plus. C'est vraiment tout ce qui a moins d'impact sur l'environnement, moins d'impact sur la santé humaine. Donc, la chimie verte elle-même a 12 principes, donc on se comprend que je ne les énumérerai pas tous aujourd'hui, mais de réduire par exemple les rejets, de réduire les émissions, de diminuer la quantité de produits chimiques qu'on utilise pour fabriquer un produit à la fin. Donc plusieurs stratégies, économie d'énergie aussi. Donc plusieurs stratégies, 12 stratégies pour essayer de réduire les impacts sur la santé humaine puis l'environnement de l'industrie chimique. Donc, vous n'allez pas juste desservir les entreprises de la région. Le mandat doit être beaucoup plus large que ça. Oui, par définition, un centre collégial de transfert de technologie doit desservir l'entièreté des entreprises de la province. Okay. Donc, on est basé à Thetford, bien sûr, puis on est fièrement Thetfordois, mais on doit desservir minimalement toutes les entreprises de la province. Puis, je ne vous cacherai pas qu'on a aussi de la clientèle à l'extérieur de la province, parce que parfois, les expertises que l'on a attirent l'intérêt aussi d'entreprises à l'extérieur, que ce soit de l'Ontario, de la Colombie-Britannique, des États-Unis, même d'Europe, et même une compagnie israélienne, parfois, une fois, était venue nous solliciter. Alors, effectivement, notre compétence commence à être reconnue à l'extérieur du Québec. Ça fait déjà plusieurs années que vous êtes dans ce domaine, dans le domaine que vous avez été créé. Là. Oui, la création de Chemitech, Oleotech, initialement, ça remonte à 2002, alors ça fait quand même, ça va bientôt faire 20 ans, donc on est à 18 ans d'existence, un petit peu plus. Et bref, on opère depuis le début dans des domaines qui sont conjoints. Au début, c'était l'oléochimie industrielle. Alors, aussitôt que je dis ces mots-là, fallait que j'explique en long et en large ce que c'était. La chimie verte, on a élargi, en fait, de l'oléochimie industrielle, on a élargi vers la chimie verte. Tranquillement, au fil des années, on s'est doté de nouvelles expertises, de nouveaux équipements, et on a élargi le portefeuille de projets dans lequel on était actif. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a migré vers la chimie verte. J'ai une autre question. Est-ce que vous êtes plusieurs personnes à travailler là-dedans? Là? Tu parles de plusieurs portefeuilles, donc il doit y avoir de plus en plus de gens finalement qui travaillent à... Oui. Chez Chemitech, présentement, on est une vingtaine de personnes. Il y a des personnes qui sont vraiment attitrées, des scientifiques, des gens qui ont des doctorats, des maîtrises, qui sont chargés de projets, qui, eux,
leur travail, c'est vraiment de travailler avec les entreprises pour essayer de trouver des solutions technologiques, scientifiques à leurs problématiques. Alors, je vais prendre un exemple. Il pourrait y avoir une entreprise du coin qui pourrait être ProLab, par exemple, qui a un défi au niveau de la formulation d'un nouveau lubrifiant qui aimerait réduire les impacts sur la santé, l'environnement, pourrait venir nous voir. Et avec l'expertise que l'on a dans l'équipe, on va se plonger sur la problématique, essayer de comprendre les enjeux, comprendre leur domaine, comprendre le marché qu'ils visent et faire un tour de littérature scientifique pour pouvoir trouver des pistes de solutions. Évidemment, si la solution était déjà disponible, on leur dirait, puis on dirait, regarde, essaye ça, ça devrait fonctionner, ça a déjà été développé. Mais parfois, la solution n'existe pas, n'est pas encore développée, et on doit faire un projet de recherche. Donc, mes chercheurs, mes professionnels, mes ingénieurs vont créer un projet sur mesure pour essayer de résoudre la problématique de l'entreprise puis lui permettre d'atteindre ses objectifs. Donc, ces gens-là, c'est vraiment des scientifiques qui sont appliqués, qui sont terrain. C'est sûr que la science théorique, elle doit être faite. Souvent, elle est faite dans les universités, ce genre de choses-là. Nous, on va se nourrir de ce savoir fondamental-là pour pouvoir essayer de l'appliquer à des situations concrètes, des besoins des entreprises, des besoins des clients, des besoins des utilisateurs finaux, qui ne sont pas totalement résolus par les solutions qui existent. Donc, on fait de la recherche et développement. On s'en va vraiment vers l'inconnu. Puis, c'est ce qu'on fait au quotidien pour développer de nouvelles technologies, des nouvelles approches. Oui, puis ça doit être des projets qui s'échelonnent sur un bon temps. Surtout quand on n'a pas la solution, là, des fois, trouver la solution, faire la recherche de tout ça, là, ça doit être... Effectivement, des projets, on en a de plusieurs types. Évidemment, la recherche et le développement peut prendre un certain temps. Donc, je dirais qu'il peut y avoir des projets de plus petite envergure qui vont durer 6 mois à peu près. Il y en a qui peuvent s'écouler sur plus qu'une année, une année, 2 ans. Puis on a parfois des très grands programmes collaboratifs avec plusieurs entreprises, plusieurs instituts de recherche qui peuvent même s'étaler jusqu'à 5 ans. On se comprend que là, on parle vraiment de recherche plus à long terme. Mais de façon générale, je dirais le fait qu'on s'adresse à des situations très pointues, très appliquées, bien spécifiquement dans un domaine, je dirais que c'est 6 mois, 1 an, un peu plus qu'1 an, 2 ans maximum. Je dirais que habituellement, c'est ce qu'on va faire. Puis, est-ce que c'est un service qui est gratuit pour les entreprises? Non. Donc, il n'y a rien de gratuit. There's no free lunch, comme on dit. Donc, dans notre cas, c'est sûr qu'on est supporté par des fonds publics pour soutenir un peu la structure de base. Mais les activités elles-mêmes doivent être autofinancées. Donc, à chaque fois qu'un entrepreneur vient avec sa problématique, on va l'accompagner, évidemment, dans le financement de son projet. Parce que, veut pas, encore une fois, au Québec, la recherche et développement, c'est quand même quelque chose qui est risqué. On sait combien d'argent qu'on met dedans, mais on ne sait pas si ça va fonctionner ou pas. Il y a toujours un élément d'incertitude. Il n'y a pas de garantie en recherche. C'est pas sûr qu'on va trouver la solution. Donc, il y a un élément de risque. Pour un entrepreneur, dire « OK, je mets de l'argent, mais je ne sais pas si ça va me rapporter », c'est pas tous les entrepreneurs qui sont en mesure de faire ça. Mais pourtant, l'innovation, on sait que c'est ça qui va faire les entreprises qui vont générer des bénéfices, qui vont générer des profits, qui peuvent même aller à l'exportation à l'extérieur du pays parce qu'ils ont développé un produit qui leur est unique, qui se différencie par rapport à ce qui existe dans le marché. Donc, l'innovation, c'est quelque chose de risqué, qui est souvent rebutant pour un entrepreneur, mais d'un autre côté, c'est quelque chose qu'on sait qui peuvent les amener plus loin puis leur permettre de vivre pendant de nombreuses années. Donc, pour supporter l'innovation, souvent, il va y avoir des aides qui peuvent venir, des aides gouvernementales, que ce soit fédérales, provinciales. Il y a différents programmes, chacun avec leur spécificité. Puis je vous dirais que nous, connaissant assez bien ces programmes-là, on aide aussi les entreprises à aller cibler les bons programmes, leur permettre d'aller chercher ces fonds-là pour pouvoir minimiser le risque financier pour les entreprises. Mais ils doivent payer pour les services, ils doivent avoir une contribution au projet, ils doivent aussi s'impliquer personnellement à même leurs propres ressources, leur équipe, leur savoir dans les projets pour assurer le succès, bien sûr. Mais il y a toujours un coût, c'est jamais gratuit pour les entreprises. Non, mais en même temps, je pense à ça vient stimuler la recherche et développement en entreprise. Donc, si une entreprise arrive chez vous,
ne fait peu ou presque jamais de recherche, n'a pas de personne dédiée, ne serait-ce qu'un certain nombre d'heures par semaine là-dedans. Exact. Arrive chez vous, dit OK, ben là, il faut mettre en place des choses, ils doivent collaborer. Ça doit brasser les affaires internes aussi de l'entreprise en même temps. Il y a des entreprises, sincèrement, qui ne feraient pas de recherche et développement une utilité de notre intervention chez eux. Ils n'ont pas les équipements qui souvent sont très dispendieux. Ils n'ont pas l'expertise, ils n'ont pas des doctorats, des maîtrises, ils n'en ont pas nécessairement dans leur entreprise. On se comprend que souvent, une entreprise qui va fabriquer des produits chimiques, ils vont avoir une unité de fabrication, un ingénieur peut-être, des techniciens de production, mais est-ce qu'il va y avoir une équipe de recherche et développement de produits? Il va y avoir une équipe de marketing, souvent, des gens qui vont essayer de se nourrir des besoins de leur clientèle, d'adapter les produits, mais quand il y a vraiment de la recherche qui est nécessaire, souvent, ils n'ont pas les infrastructures, ils n'ont pas les expertises eux-mêmes. Et c'est là qu'ils se revirent vers qui peut m'aider. Puis là, il y a quelques organismes, des centres de recherche qui sont disponibles au Québec, dont les CCTT, pour les aider là-dedans. Puis, toutes les infrastructures, toutes les expertises que nous, on a accumulées au fil du temps pour servir plein d'entreprises, on se comprend que ça fait qu'on a des bagages qui sont très riches sur différents projets, différents objectifs. Puis nous, on met ça à contribution pour l'entreprise avec ses besoins à elle. Donc, elle dispose déjà d'une équipe qui est très expérimentée, qui a des connaissances très approfondies. Puis en plus, ils ont accès à des infrastructures de calibre, de pointe pour leurs besoins à eux. Et ça, c'est vraiment un outil accélérant de l'innovation. Souvent, les entreprises ne savent pas que c'est disponible, ne savent pas qu'ils ont accès à ça. Mais oui, on est financé en partie par des fonds publics. Notamment, on a un projet d'agrandissement qui s'en vient. On va pouvoir peut-être en parler. Mais ces équipements-là sont accessibles aux entreprises du Québec. Ils peuvent en profiter. Puis ça peut les amener plus loin. Et c'est vraiment ça notre rôle. Hein? C'est d'améliorer la compétitivité de nos entreprises, leur permettre d'innover, de développer des nouveaux produits qui sont plus compétitifs sur le marché. C'est vraiment ça à quoi on sert. Nous, on ne fabrique rien nous-mêmes. On fait tout de la recherche pour les autres, pour les entreprises, pour qu'elles puissent grandir, puis créer des emplois, puis générer des profits, créer de la richesse. Exact. Un service externe que finalement l'entreprise ne pourrait pas se payer à elle seule. Donc, exact. Vous êtes une porte de service finalement pour un problème X, courte durée. Oui. Un court terme, parce que 6 mois, 1 an, on parle de vraiment court terme. Oui. Puis après ça, la personne retourne chez eux, puis elle a pu bénéficier de cette expertise-là. Puis veut pas soutenir des infrastructures de recherche puis des expertises comme la nôtre. Une seule entreprise, ça prend un certain volume de recherche avant de pouvoir soutenir des équipes comme celle-là qui vont devenir expérimentées. Quand tu es une petite PME, tu as peut-être un besoin d'innovation là, mais tu n'as pas besoin de toute ton équipe de recherche pour... Tu sais, une fois que c'est réglé, tu n'en as pas de besoin de la soutenir, tous ces équipements-là, ces infrastructures-là, pendant que tu n'en as pas de besoin, que tu essayes de commercialiser ton nouveau produit. Là, nous, ça fait qu'on est là juste quand l'entreprise en a besoin. Évidemment, il soutient ces services-là pendant qu'il en a besoin. Mais après ça, quand il n'y en a plus de besoin, lui, il arrête de payer pour l'innovation, il va aller vers le marketing, il va aller vers autre chose. Puis nous, on se revient vers une autre entreprise qui a ces besoins-là. Donc, c'est un peu un centre de recherche partagé. Donc, on a un centre de recherche qui est disponible pour les entreprises. Puis, ils partagent ensemble le coût de tout ça, mais quand ils en ont besoin. Donc, c'est vraiment, je dirais, un escouade tactique, là, vraiment, pour chacune des entreprises. On arrive, on règle leurs problématiques, on les fait avancer dans leur domaine de connaissances. Puis après ça, quand ils n'ont plus besoin, ils peuvent aller vers la commercialisation. Puis il n'y a rien qui empêche que, des fois, il y a des clients, un an après, 2 ans après, j'ai un autre besoin. Ils reviennent nous voir. Puis dans ce temps-là, on repart à un autre projet, on repart à autre chose, puis c'est comme ça que ça fonctionne. Ça devient une relation d'affaires. Oui, absolument. Il y a des relations d'affaires là, qu'on se comprend sur plusieurs projets, mais avec qui des entreprises avec qui on travaille depuis de nombreuses années. Évidemment, on n'a pas tout le temps été à temps plein pour eux autres. On a été parfois impliqués dans certains projets, mais à différentes fréquences là, au cours des années. On le mentionnait tantôt, il faut qu'on paye pour ça. Donc, c'est ce qui fait que votre expertise est reconnue. Donc, vous êtes un peu victime de votre succès, là, si je comprends bien, un peu avec le 20 personnes qui travaillent. Victime de notre succès, ça va bien. Oui. On est très heureux du développement du centre. On se comprend que ça fait 18 ans qu'on est en fonction. Quand j'ai commencé, on était 2 gars dans un bureau au cégep de Thetford. On était à côté du CAPS, on avait un bureau. On était 2 gars dans un bureau, puis on a commencé comme ça, 2 chaises, pas d'ordinateur, puis on créait un centre de recherche de calibre mondial. C'était ça notre vision. Alors, c'est comme ça que ça a commencé il y a 18 ans.
Tranquillement, on a loué quelques espaces au centre de recherche qui était déjà présent au cégep à ce moment-là, qui était Coalia aujourd'hui, le CTMP à l'époque. On a loué un petit bout de comptoir, puis en fait, ils nous l'ont offert gratuitement. Ils ont été vraiment gentils avec nous autres. Puis on a commencé à travailler là-dedans, puis dans les laboratoires d'enseignement aussi. Donc, quand les étudiants venaient faire leur cours de chimie, moi, je tassais mes affaires, puis là, eux autres s'installaient pour faire leur cours. Puis après que leur cours était terminé, moi, je revenais pour faire de la recherche industrielle là, pour les projets. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. C'est sûr qu'on a grandi avec le temps, on a grandi, on a plus de projets, puis on s'est doté de nos propres infrastructures, on a acquis l'ancien siège social, la mine d'amiante sur la rue Mounet, donc ça avait une valeur de symbole aussi, je veux pas, l'amiante étant en déclin, d'amener la chimie verte, d'amener un nouveau secteur, un nouveau créneau à potentiel pour la région, ça avait une valeur de symbole aussi. Fait qu'on on s'est installé là, puis là, aujourd'hui, on a une usine de pilotage de procédés, vraiment des équipements qui nous démarquent au niveau mondial. Donc, oui, on a du succès, on en est très content. On n'est pas victime, on va se sentir vraiment très content. Puis, quand j'ai besoin d'avoir plus de ressources, si on a des projets, j'embauche des techniciens, j'embauche des ingénieurs, j'embauche des chimistes qui décident de venir ici dans la région. Donc, on parlait tout à l'heure de l'équipe. Évidemment, j'avais mes ingénieurs, j'avais mes chercheurs, mais j'ai aussi des techniciens, j'ai des opérateurs, j'ai des gens à l'administration, à la gestion. Puis, on grandit l'équipe au fur et à mesure. Puis, c'est ça. Donc, on a encore des perspectives de croissance dans l'avenir, puis on est bien content de ça. Tu l'as mentionné tantôt, d'autres projets d'agrandissement, puis je parle d'un autre parce qu'il y en a déjà eu plusieurs. Oui. Demandez si ça va venir trop petit, votre emplacement? Pour l'instant, je vous dirais qu'on avait vraiment choisi un site qui était vraiment propice à des croissances. Oui, c'est ça. On a eu l'aide de la ville de Thetford Mines là-dedans, dans ce projet-là, disons-le. On va les remercier. Puis la CIDET, la Corporation de développement économique, parce qu'au départ, ils nous ont permis de s'installer dans le centre qui était à côté de Canatal. Bref, à l'époque, c'était Boulevard Smith. Maintenant, c'est Boulevard Frontenac. On était installé là. Puis, à un moment donné, il avait vendu cet immeuble-là. Donc, il a fallu qu'il nous redéménage. Puis, c'est là où on avait trouvé le site de l'ancien siège social, qui était un immeuble qui était à l'abandon, vraiment, à cette époque-là. Puis, les gens de la ville avaient cru qu'il y avait un potentiel d'amener Chemitech là-bas en prévision de nos croissances futures. Puis on s'est installé là avec leur aide. Disons-le, au départ, on a fait ça. Je ne sais pas si ça pourrait se faire aujourd'hui, sincèrement, mais promesse solennelle, main sur le cœur, en disant un jour, quand on aura les moyens, on achètera l'immeuble. Mais en attendant, donnez-nous un coup de main. Puis il l'avait fait de bonne grâce, puis il nous avait accompagnés. Puis ça, ça s'est réalisé par la suite. À un moment donné, on a eu les moyens d'acquérir l'immeuble, la partie avant de l'immeuble qu'on occupait. Ça s'est fait il y a quand même quelques années. À un moment donné, on a eu besoin de plus d'espace, donc on a loué un espace supplémentaire dans la partie qui leur appartenait toujours, l'aile arrière de l'immeuble, où est-ce que Gexcel était installé à l'époque, mais on avait loué un peu plus d'espace puis commencé à grandir comme ça. Puis là, depuis que Gexcel est parti, il y avait la possibilité d'acquérir le reste, et c'est ce qu'on a fait récemment. Il y a quelques mois, on a acquis la partie arrière de l'immeuble, le terrain. Puis il y a un terrain quand même assez vaste à cet endroit-là, ce qui nous permet de, grandir à l'intérieur de l'aile arrière, déjà qui répond à certains besoins, mais aussi de construire un agrandissement. Et là, on a un projet, effectivement, là, d'ici, je dirais, mars de l'année prochaine, d'ici 1 an, d'agrandir l'usine de pilotage de procédés chimiques que l'on a présentement pour pouvoir offrir plus de projets en parallèle, puis pouvoir desservir plus d'entreprises en même temps. Donc, c'est vraiment une belle croissance qu'on a eue graduellement grâce à l'aide des intervenants régionaux. D'ailleurs, la SADC nous a aussi aidés à une certaine époque. Donc, on a eu vraiment de l'aide de plusieurs intervenants. Puis, ça nous a permis aujourd'hui d'être vraiment reconnus, d'avoir un centre d'expertise qui est bien équipé, à la fine pointe. Puis, encore des perspectives de croissance. Puis là, on a un grand terrain, donc on a des possibilités encore pour l'avenir. Mais ça, on va laisser ça pour un bout. Je vais faire cette partie-là, mais je ne dirais pas qu'on n'a pas d'autres idées pour l'avenir. Ah oui, c'est ça le truc. Il faut toujours en avoir un autre en minute qu'on a commencé une autre. On est dans l'innovation, alors c'est sûr qu'on aime bien ça se projeter dans l'avenir. Tu parlais d'usine pilote. C'est quoi exactement que ça vient combler comme besoin? Puis qu'est-ce que ça vient faire aussi, cette usine-là? On parlait des services que l'on offrait. Je t'ai parlé de la recherche et développement. Évidemment, quand on a fait de la recherche et développement et qu'on a développé un nouveau produit pour un client, on le fait en laboratoire.
on a créé une nouvelle petite quantité d'un nouveau lubrifiant extraordinaire, biodégradable, qui a moins d'impact sur la santé, par exemple, mais on l'a créé en laboratoire. C'est-à-dire qu'on a vraiment des petites quantités, puis on n'a jamais démontré si on était capable de le fabriquer à grande échelle. Parce qu'effectivement, fabriquer une très grande quantité, des dizaines de milliers de litres de lubrifiant versus fabriquer 5 grammes dans le creux de ma main, c'est des défis qui sont complètement... puis je pourrais illustrer un peu avec mon analogie. Tu as une recette de biscuits de ta mère, elle est délicieuse, ça fait des générations que vous la passez, puis à un moment donné, tu te dis, je vais faire une entreprise avec ça, je vais commercialiser les biscuits de ma mère. Mais là, tu vas te rendre compte que quand tu crées ton entreprise, il faut que tu en fabriques des quantités extraordinaires pour pouvoir desservir toutes les épiceries du coin. Puis là, tu te rends compte que, prendre un four comme dans ma cuisine, ça ne fonctionne pas. Il va falloir que je prenne un four industriel. Puis là, ton four industriel, tu te rends compte qu'il cuit plus sur les bords puis moins au centre. Là, il va falloir que j'ajuste la répartition des biscuits stratégiquement là, dans mon four pour m'assurer que tout va cuire comme il faut. Puis là, tu vas te rendre compte que, ça ne goûte pas la même chose. Comment ça ne goûte pas la même chose? Parce que là, tu te rends compte que les phénomènes chimiques qui se passent à l'intérieur de la cuisson de ton biscuit, vu que la température prend plus de temps à se rendre au centre du four par rapport à ce que dans un petit four, là, dans un grand four, ça prend plus de temps. Mais là, il se passe des phénomènes chimiques différents qui font que ça affecte le goût de ton biscuit. Là, tu fais comme, OK, il va falloir que j'ajuste peut-être la recette de mon biscuit pour retrouver ce bon goût avec le nouveau procédé que j'ai apporté. Alors, cette mise à l'échelle, d'amener ça à une plus grande quantité, pour les biscuits, tu vois à quel point ça peut parfois avoir l'air anodin, mais que c'est complexe, puis qu'il y a de la recherche. Mais la chimie aussi, c'est exactement la même chose. Alors, pour produire mon lubrifiant qui est en très petite quantité, pour amener ça au niveau de la tonne, c'est les mêmes phénomènes qu'on va voir de mélange, de thermodynamique, de cinétique qui vont affecter la qualité du produit. Puis c'est une toute nouvelle recherche, un tout nouveau projet de recherche pour pouvoir amener cette production-là du laboratoire jusqu'à la commercialisation. Et c'est ça à quoi mon usine pilote sert. Donc, finalement, ça devient comme deux projets. Le premier projet, c'est de trouver le nouveau produit. Oui. Puis l'autre, c'est d'être capable de le produire, finalement, pour répondre aux besoins des clients. Absolument. Juste le rendre commercial, souvent, les gens vont avoir l'impression, j'ai développé un nouveau produit, je suis rendu. Ouais. Non, il reste encore de tout le savoir-faire pour pouvoir en produire en grande quantité. Puis ça, c'est pour n'importe quoi. Hein. Je parle de chimie, mais ça pourrait être pour n'importe quel produit, pour les plastiques, pour de l'électronique. C'est tout le même défi. Hein. Cette mise à l'échelle-là, elle existe. Il faut y penser, il faut le prévoir. Puis évidemment, il y a toute la partie marketing qui vient s'ajouter à ça. Là, pendant qu'on fait la mise à l'échelle, il faut que tu développes tes marchés, il faut que tu t'assures que les clients ils sont satisfaits du produit, qu'ils vont vouloir te passer des commandes. Parce que tant que tu n'auras pas de commandes, il est clair que tu n'auras pas vraiment de banquier pour financer ton usine. Hein? Donc, c'est un peu la poule et l'œuf. C'est un peu un cycle qui est un peu vicieux. C'est du fait que tu n'as pas réussi à produire ton produit encore, tu peux pas le vendre, puis vu que tu n'as pas de vente à démontrer, tu peux pas convaincre les banquiers d'investir dans ton usine qui te permettrait de produire des produits. Fait que c'est comme un peu le cycle. Mais mon usine, elle peut servir à produire les premières batches. Elle peut servir à produire les premières 2-3 tonnes de ton produit pour pouvoir le vendre. Et après ça, une fois que tu l'as vendu, tu dis « Ah, j'ai réussi à le vendre, mon produit, mon nouveau lubrifiant. Les gens ont payé 40 $ le litre pour ce lubrifiant-là. Il est tellement extraordinaire. Il répond vraiment à un besoin dans la navette spatiale. » Ou en tout cas, bref, les navettes, on se comprend que ça peut passer. Les nouvelles fusées. Ça répond vraiment à un besoin. J'ai vendu, j'ai démontré. Là, les banquiers vont dire « Ah ouais, t'as Tesla qui a acheté ton lubrifiant. » Ah ben là, oui, je suis intéressé à payer pour ton usine. Et là, ça vient de briser le cycle. Donc, on est là pour briser ce cycle-là. On va produire des premières quantités. L'entrepreneur va pouvoir aller les vendre. Est-ce que ces quantités-là cette première vente, elle va avoir été lucrative pour l'entreprise? Probablement pas. Probablement pas. Ça va avoir coûté cher produire une quantité semi-industrielle chez nous. Il va peut-être avoir payé 100 $ le litre. Puis là, je prends un exemple. Il va peut-être avoir payé 100 $ le litre. Il va l'avoir vendu 40 $ le litre. Mais dans sa vraie usine, par la suite, il va être capable de produire à 5 $ le litre. Ah ben là, ça va devenir intéressant. Le banquier, il voit le modèle d'affaires. Ça fait du sens. Il y a des ventes qui démontrent le 40 $ le litre. On investit. Alors, c'est vraiment ça à quoi on sert là, dans toute cette étape de mise à l'échelle. Lever les incertitudes technologiques, puis permettre de faire les démonstrations commerciales pour que les entreprises puissent aller de l'avant avec leur projet. David, merci beaucoup pour ce tour d'horizon de Chemitech. Puis écoute, je te souhaite plein d'autres projets pour ton entreprise. Bien, merci beaucoup. Merci de l'invitation. Ça m'a fait plaisir de venir en discuter avec toi. Merci également d'avoir été des nôtres pour un autre objectif.